David Michaud, voilà, responsable veille stratégique événement au Cluster Montagne, qui va avoir le plaisir d'animer cette table ronde. Bon début d'après-midi. Bien, bonjour à tous. Rebonjour à ceux qui étaient là ce matin, qui ont pu voir les 2 premières tables rondes sur la thématique événementielle et sport, donc à la fois côté pratique et infrastructure sportive. Donc on a abordé plein de sujets différents, avec des questions aussi très intéressantes. Donc on espère avoir la même dynamique sur la 3e table ronde. Donc tourisme, la croissance à tout prix. On est à l'approche des vacances d'hiver, qui va être le pic d'activité pour les stations de montagne. On est dans un contexte donc, de sobriété, comme on a discuté ce matin. Et là, on va discuter donc, du modèle touristique. Alors, pas seulement de la montagne, c'est vrai que moi, je représente le cluster montagne, mais on va aborder le tourisme au sens large. Voilà, quelle stratégie pour les territoires ? Comment trouver le point d'équilibre entre croissance et développement durable ? Donc aujourd'hui, on accueille 3 personnalités. Tout d'abord, Dominique Créziac, maître de conférence à l'université Savoie-Mont-Blanc, directrice de la chaire Tourisme durable, experte en sciences de gestion, était déjà présente l'année dernière sur une autre thématique, donc merci pour la fidélité. Cyril Lélier, directeur de l'agence Grenoble-Alpes, qui est l'agence d'attractivité qui inclut l'office de tourisme, mais aussi les congrès et l'attractivité économique du territoire de la métropole de Grenoble, donc sur un territoire qui mixe urbain et montagne, donc très intéressant également. Et 3e personne, Élodie Salvi, qui est responsable du site touristique des Caves de la Chartreuse. Donc la Chartreuse est une marque internationale, connue évidemment pour la boisson chartreuse, mais le site des Caves de la Chartreuse a été rénové complètement l'année dernière avec une stratégie assez intéressante que je la laisserai présenter. Donc Dominique, je vais te laisser commencer cette table ronde. Merci. Tu as 6 minutes. Alors, j'ai été sollicitée pour démarrer cette table ronde, et ce que j'ai proposé de faire, c'est de dire quelques mots de la notion de sobriété, mais en l'envisageant avec l'idée d'une sobriété qui peut être choisie. Et ça, c'est un phénomène qu'on va... sobriété, j'ai mis aussi le terme frugalité, parce que parfois on utilise l'un pour l'autre, et on voit que c'est un phénomène qui est important et qui est montant, en tout cas à observer avec attention au niveau de la consommation en général, et je vous propose d'en dire quelques mots et après de l'illustrer avec 2 projets de recherche qu'on est en train de mener. L'un, je le mène, et l'autre, c'est une de mes doctorantes qui le fait. Alors, pour illustrer ces éléments sur la sobriété, j'ai choisi une image d'une publicité que vous connaissez peut-être tous en tête, enfin ceux qui sont un peu plus âgés peut-être, c'est la pub Erta qui proposait de ne pas passer à côté des choses simples. Et peut-être vous aurez cette musique dans la tête toute l'après-midi, je ne veux pas la chanter là, mais en tout cas vous voyez à quoi je fais référence. Et l'idée c'est que, je cite là une enquête de l'Observatoire des comportements de consommation, qui montrait qu'il y avait 27% des Français qui déclaraient souhaiter consommer moins mais mieux. Donc c'est pas tous les Français, mais en tout cas on voit cette montée, puis on l'observe dans la littérature et dans les comportements, d'envie, en tout cas pour certains groupes de consommateurs, d'une simplicité volontaire, parce qu'elle serait porteuse de sens et finalement qui permettrait de se réapproprier sa consommation et son rapport au monde. Alors, on sait que ces mouvements de simplicité volontaire, de frugalité, de sobriété choisie, ce sont aussi des marqueurs sociaux. C'est vraiment des consommations plutôt distinctives, plutôt le fait de classes sociales qui ont un capital culturel assez élevé et qui peuvent avoir le luxe, quelque part, de se dire « je me détache des objets ». Certains auteurs parlent d'un pic des objets, c'est-à-dire, une fois qu'on a tellement, finalement, le luxe, c'est de se débarrasser des objets, de se détacher de ses possessions matérielles, avec toute la dimension, et vous l'entendez dans ce que je dis, toute la dimension un peu de supériorité morale, du fait d'être capable de se détacher de la consommation et des modes de consommation pour se réorienter vers des consommations qui comptent, la santé, l'éducation, les expériences uniques. Donc là, on est vraiment au cœur de notre sujet de la sobriété choisie. Et on est aussi dans ce que certains auteurs qualifient de l'âge du faire. On serait passé d'un temps où ce qui est important et distinctif, c'est l'avoir, c'est peut-être devenu l'être. Et là, on voit que le do-it-yourself, faire des choses, devient peut-être plus distinctif, plus important, plus signifiant, plus porteur de sens pour toute une catégorie de clients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le tourisme ? Alors là, j'ai mis aussi des photos pour illustrer. C'est qu'on entend, on voit, peut-être accéléré aussi par la crise du Covid ou rendu plus visible
par la crise du Covid, on voit une montée de l'envie de nature, de tourisme de proximité, d'expériences simples, pas toujours dans l'extraordinaire et les paillettes. Et on peut imaginer que des individus vont avoir envie d'expériences signifiantes, mais pas forcément toujours époustouflantes ou dans l'adrénaline, mais des choses parfois plus simples. Et on voit aussi que ce type d'images sont très soutenues par la communication des marques outdoor, des marques de produits outdoor, et que ça renouvelle aussi les imaginaires de ce que ça peut être l'expérience d'extérieur. Alors typiquement, hein, des images qui font beaucoup rêver sur les réseaux sociaux, c'est la tiny house, où on se propose de mettre toute sa vie dans 20 mètres carrés, ce qui est un vrai défi par rapport à la consommation. Le van life, où là on met toute sa vie dans encore moins de mètres carrés. L'idée aussi que certains refuges sont devenus des destinations et non plus des étapes. Voilà, autant de signaux que cette envie de simplicité, elle se retrouve également dans les tendances de consommation du tourisme. Alors, je vais effectivement vous montrer 2 projets de recherche qu'on mène. C'est ce qui me reste. Ouhou. Alors, on mène un petit projet et où on observe une tendance, la croissance exponentielle des pratiques de nuit dehors, de bivouac de proximité, de bivouac en moyenne montagne, qui sont aussi le témoin d'une envie de quelque chose de simple, d'un hébergement simplifié. Et c'est pas du tout sans poser un tas de problèmes aux territoires qui les accueillent, parce que ça génère cette envie de minimalisme. On ne sait pas forcément trop la gérer en tant que destination. Ça provoque des conflits d'usage. C'est pas forcément non plus toujours très protecteur de l'environnement d'avoir une dissémination des nuitées à l'extérieur. Donc on est en train d'observer avec des collègues ces éléments-là et de poser aussi la question du modèle économique derrière, c'est-à-dire comment des territoires peuvent se préparer à accueillir cette montée de l'envie de simplicité. Parce que là aussi, on est peut-être dans une innovation par retrait. Est-ce qu'il faut plus aménager ou aménager différemment pour accueillir ces envies de simplicité ? C'est aussi l'occasion, et je ne reviendrai pas, mais de revoir ce que sont les codes du luxe. Là, je vous montre par exemple des images qui tournent sur Internet d'hôtellerie de luxe à New York, où on propose une expérience très brute. Donc le brut choisi, le dépouillement comme un marqueur ultime du luxe, et ça aussi c'est à observer dans le tourisme. Alors, deuxième exemple, puisque je vois le temps passer. Voilà. Deuxième exemple, ma doctorante Ilse de Kleen, qui est en thèse de CIFRE avec l'entreprise Atemia, est en train de travailler sur les pratiques de frugalité dans le tourisme, et elle étudie les marcheurs des chemins de Compostelle. Et ce qu'elle arrive à montrer, c'est que, au-delà de la transformation existentielle que vivent les marcheurs des chemins de Compostelle, ce qu'on observe, c'est que quand ils rentrent chez eux, la première chose qu'ils font en général, c'est de trier leurs affaires. C'est de se dépouiller d'énormément de leurs possessions. Et en ce sens-là, une expérience de frugalité et de sobriété pendant les vacances peut avoir ce caractère transformatif, ce caractère d'expérimenter la frugalité, de voir qu'on peut y arriver. Et à son retour, c'est l'occasion de le mettre en œuvre dans sa vie normale. Donc ça rejoint tout un courant de recherche aussi sur le caractère transformatif du tourisme. Qu'est-ce qu'on peut vivre à l'occasion d'événements, à l'occasion d'immersions touristiques ponctuelles, et qu'on va ramener avec soi quand on réintègre sa vie normale. Voilà, plus de détails peut-être pendant la discussion, puisque je crois que je suis à 0. Ça va très vite quand on est là. Merci beaucoup d'avoir respecté les 6 minutes, c'est pas facile. Et je vais te donner la parole donc à Cyril sur la vision donc territoire. Bien, j'en profite parce que du coup le chronomètre n'est pas encore parti. Non, c'est une blague. Allez, bonjour à toutes et à tous. Donc Cyril Ailly, je suis le directeur de l'agence Grenoble-Alpes. Merci pour cette intervention. Alors l'objet de l'intervention, c'est de vous indiquer comment effectivement dans ce monde qui change, le monde a changé, personne ne peut le nier, comment la valeur économique qu'incarne le tourisme est replacée au cœur d'un équilibre avec la prise en compte d'une valeur sociale et environnementale beaucoup plus importante. C'est le cas de Grenoble-Alpes. Attendez, j'essaie de savoir. Voilà, alors d'abord un mot sur ce territoire. Ce territoire, dans son rapport à la montagne,
On n'a jamais, nous, Grenoble-Alpes, c'est d'abord une terre d'urbanité, empreinte d'une naturalité forte. On est le premier carrefour alpin en termes de flux, mais aussi en termes d'écrin. On a une ville qui est carrément pénétrée par un massif. Et ça a forgé de façon millénaire un rapport à la montagne qui est un véritable art de vivre. Nous ne sommes pas une station. Et à l'image de la mer qu'on ne saurait résumer à ses plages, évidemment, la montagne n'est pas que ses stations. Ici, à Grenoble, on a une vraie culture montagne. On a ici présente en clin d'œil, d'ailleurs, Patricia qui représente la Bastille. Et je crois quelqu'un de la Maison de la Montagne. Ici, voilà, sur Grenoble-Alpes, on a une vraie valeur millénaire à l'égard de la montagne. D'abord, vous indiquez tous les segments qui touchent à la montagne, à la fois sur ses paysages, sur son panorama, son histoire, sa spiritualité. On a un formidable témoignage après d'Élodie qui vous parlera de la Chartreuse, ses activités de pleine nature, son accessibilité bien sûr, sa culture avec les rencontres du cinéma de montagne, la descente des alpages. Ici, on a le souci de réconcilier l'économie de la montagne avec aussi l'agropastoralisme. C'est un des seuls territoires où vous verrez des vaches avec effectivement des stations. Et puis, on a un berceau, c'est le fleuron, un des fleurons mondiaux, évidemment, de Grenoble, qui est celui de son économie et de ses filières d'excellence économique, en lien avec d'ailleurs un de ses grands salons qui est Mountain Planet. Et puis, pour finir, vous indiquer évidemment que c'est un enjeu pour nous que de garantir une urbanité en lien avec ses valeurs, ses savoir-faire, tout ça forgeant une identité très forte. Alors d'abord, vous touchez un mot de capitale verte européenne. 2022 a été l'année capitale verte européenne de Grenoble. Nous avons été une terre d'inspiration. Vous verrez ici, dans ce formidable donut, c'est la théorie de Kate Raworth, je vous y renvoie, je vous répondrai à vos questions après. Il s'agit pour nous de retrouver une forme de modèle de vie et de développement beaucoup plus vertueux et des modèles de développement. Et donc, on a passé au scan 12 thèmes des politiques territoriales et Grenoble a gagné ce titre-là pour l'exemplarité et la source d'inspiration qu'il y est. Par conséquent, comment nous positionner en tant que tourisme ? Faire du tourisme du montagne, est-ce que ça a du sens à Grenoble ? Aujourd'hui, moi, mes socioprofessionnels travaillent. Aujourd'hui, les clientèles ont réponse dans l'écrin, dans l'environnement qui est autour de nous. Et on a des hôtels qui tournent plein pot, en dehors un petit peu du week-end, puisqu'on a une puissance de feu avec l'économie et le tourisme d'affaires qui représente 80% du volume de nuitées. Donc on s'est posé la question du sens à aller positionner Grenoble-Alpes au cœur, ce qui évoque naturellement son image, au cœur de son écrin et de ses massifs. Et il en est apparu effectivement qu'il fallait calmer le jeu, qu'il fallait au contraire arrêter de s'imaginer comme la capitale européenne de la micro-aventure de montagne qui avait pour seul effet d'installer un produit outdoor, le camp de base, le fameux camp de base, qui allait simplement percevoir et positionner notre montagne comme un terrain de jeu. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On veut affirmer et positionner la montagne avec du sens, avec de l'éducation, de la culture. Et donc, pour aller vers un tourisme beaucoup plus régulateur de flux, plus qualitatif, plus éducatif. Comment on s'y prend ? On a une stratégie avec 4 axes stratégiques là-haut. La première chose, c'est vraiment d'incarner un territoire à l'art de vivre de montagne et l'assumer. Ça exige pour nous de développer les actions d'éducation à l'environnement, de faire des mobilités, des leviers d'attractivité, de développer les labels, Accueil Vélo notamment et Clé Verte, qui positionnent le territoire sur toutes ces actions un peu de façon holistique, le vélo utilitaire, le vélo urbain, le vélo sportif, etc. Et puis de développer des nouvelles formes d'hébergement expérientiel vraiment respirant, à l'image du Babel Community qui est monté, qui est là en photo sur les pentes de la Bastille. Faire connaître, c'est l'action de communication. Vous devez le voir, pour ceux qui sont grenoblois, combien nous sommes soucieux de développer des actions de communication promouvant évidemment les valeurs environnementales du territoire et facilitant l'accès à la montagne de point de vue mobilité douce, à l'image du skibus qui se font, ces destinations nature, destinations montagne, et puis à l'image de toutes les campagnes de respect de l'environnement. Un point, une parenthèse très courte sur l'excursionnisme qui pour nous est une catastrophe. L'excursionniste, on adore les Lyonnais, mais on les aime quand ils dorment, mais pas quand ils font l'aller-retour, en carbonant la planète, en roulant 50 sur l'autoroute, en bouffant le sandwich au pied du télésiège, et en se garant, et puis voilà. Ça, on n'en veut pas, l'excursionniste, pour nous, c'est un sujet extrêmement sensible. On veut avoir un tourisme de qualité.
La séduction et l'engagement passent par cette appropriation de la culture montagne, ça passe par des événements pour lesquels il y a un travail formidable qui est fait par les services territoriaux visant à faire monter l'expérience ciné-montagne, où on amène de l'amour, de la désirabilité du territoire, et on développe tout ça. Et puis on essaye d'engager, à travers le travail qui est fait sur le l'UT4M, notamment les commerçants, au portage de l'événement de l'UT4M. Et enfin, d'un point de vue, je ne suis pas sûr que mon micro marche encore. Si, il marche encore. Et enfin, l'action marketing, et j'en ai presque terminé, vous indiquez que nous développons des séjours sans carbone. Vous avez les 3 axes très importants. Vous savez combien le transport est 70% du coût carbone. Et donc, compte tenu que nous sommes la porte d'entrée des Alpes et le territoire le plus accessible, ici à Grenoble-Alpes, c'est un des atouts différenciateurs puissants de Grenoble, vous pouvez aller sur tous les sites de loisirs et d'attractivités touristiques du territoire sans votre voiture. Vous pouvez aller à Frédière, vous pouvez aller faire une Via Ferrata, vous pouvez aller au Canyon du Furon, vous pouvez aller faire à Montéguy en train, vous pouvez vraiment partout aller. Et donc, c'est un des sujets extrêmement importants. Nous avons, avant même Savoie-Mont-Blanc, en clin d'œil à Dominique, développé une place de marché avec Mobitravel permettant d'acheter sa mobilité avec l'évaluation du coût carbone, son hébergement, sa mobilité et son activité. C'est un sujet extrêmement important, je pourrais y revenir après. Et enfin, voilà donc la campagne de promotion que nous avons menée. Vous avez quelques illustrations là sur les séjours Green Lover. On est capable de faire de l'outdoor, évidemment, un sujet fort et puissant d'amour du territoire, d'attachement, mais on le fait de façon endémique et de façon identitaire pour aussi travailler à l'image. Vous voyez combien les jeux de mots sont disruptifs par rapport à l'image et aux évocations de chacune des photos. Et vous avez à droite la campagne du SMAG à laquelle nous avons participé pour vraiment inciter au sport en ville. Merci beaucoup, à votre disposition. C'était un peu flash, mais je suis bon là. Merci beaucoup. Merci Cyril, tu as à peine dépassé, donc c'est parfait. Donc bonjour, je suis Elodie Salvi, je suis responsable du site touristique des Caves de la Chartreuse. Donc avant de vous parler de la partie qui me concerne un peu plus, je vais simplement vous faire un rapide tour d'horizon de ce qu'est la société Chartreuse Diffusion. On commercialise les liqueurs des pères chartreux. C'est pas nous qui les fabriquons. Les liqueurs sont fabriquées par une autre société qui s'appelle Compagnie Française de la Grande Chartreuse. Et Chartreuse Diffusion est chargée de l'embouteillage, la distribution, la logistique, la partie commerciale. Et on a également une branche tourisme. Donc Chartreuse Diffusion, c'est 80 salariés. On distribue 2 millions de litres de liqueurs par an. Ça représente 1 500 000 bouteilles. Et pour la répartition de nos ventes, c'est 60% à l'export, avec une grosse partie sur les États-Unis, le Canada. En Europe, ce sera l'Italie, l'Allemagne et l'Espagne. Et 40% de nos ventes en France. On fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et notre particularité, donc il y a un fort engouement pour la chartreuse depuis quelques années. Et on a atteint en fait notre seuil de 2 millions de litres. Et je ne sais pas si vous le savez, mais la chartreuse est fabriquée par des moines qui sont accompagnés de laïcs. Et les moines ont fait le choix de ne pas produire plus, tout simplement parce qu'ils sont 2 et que leur vocation, c'est surtout la prière. Et donc, on sait qu'on a atteint notre seuil, le seuil maximum de liqueurs qu'on pouvait produire. Et aujourd'hui, tout le défi, c'est la manière dont on le distribue avec des allocations, avec des marchés qu'on reconcentre, pour faire différemment, mais on ne veut pas faire de croissance à tout prix. Ce que produisent les moines permettent de faire vivre les monastères, de permettre de faire vivre les salariés chartreuses. Et l'idée, c'est pas faire de profit et de pas en faire plus que ce que l'on peut. Donc la particularité des caves de la Chartreuse, c'est de s'inscrire dans le spiritourisme. Donc rapidement, le spiritourisme, c'est 2 millions de touristes en France. Ça a commencé en Écosse dans les années 60 avec la visite des maisons de whisky. Aujourd'hui, on peut visiter à peu près 210 entreprises. 120 à visiter, donc soit des espaces muséographiques, soit des sites qui
vous ouvrent les portes de leur distillerie, par exemple. Ce n'est pas le cas de Chartreuse. Nous, on ouvre nos portes simplement sur un site touristique et muséographique. Notre site de production ne se visite pas à part 2 jours par an, au mois de mai, lors des caves de la Chartreuse. Donc le tourisme a aussi beaucoup changé aux caves. Il faut savoir que ça a commencé à la fin des années 60 et qu'on accueillait, fut un temps, énormément de visiteurs. Nos visites étaient gratuites, donc on attirait pas mal de monde. Et on accueillait des bus, on accueillait des groupes. Parfois, il y a eu 130 personnes dans les caves, avec une guide qui était obligée de presque monter sur des tables et des tonneaux pour pouvoir se faire entendre. Du coup, des groupes qui s'enchaînaient, des gens, on est obligé de prendre des gens sur le parking pour faire garer les bus, voilà. En 2020, on a réhabilité notre site touristique, donc on a fait 18 mois de travaux et on a complètement changé notre modèle. Donc aujourd'hui, on fait exclusivement des visites guidées avec des groupes assez confidentiels de 19 personnes maximum. L'idée, c'est vraiment prendre le temps. Pour Chartreuse, le partage est très important. Donc, c'est de prendre le temps de partage avec ses guides, de pouvoir discuter, raconter l'histoire des liqueurs, puisque c'est bien le thème de ce site. Et puis, la particularité, donc on demande aux gens, quand ils viennent faire une visite chez nous, de poser leur téléphone portable. Donc ça, c'est pas habituel. Quand on pose son téléphone, donc l'idée, c'est vraiment de vivre le moment. Et la contrepartie, c'est que les gens ne sont pas derrière leur appareil photo et ne publient pas des tas de photos sur Instagram. Quand on parle de surtourisme, on a aussi des sites qui, à force d'être photographiés, attirent du monde. Nous, notre volonté, c'est plutôt de se faire discret. Donc voilà, ça surprend, c'est visites déconnectées, mais généralement, les gens, quand ils ressortent, ils sont plutôt contents d'avoir vécu cette expérience. Comme je vous le disais avant, on accueillait énormément de bus, donc on avait un grand parking, type parking de supermarché. Et on a aussi complètement repensé les extérieurs. Pour Chartreuse, le vivant, le végétal est très important. Donc on a ramené la nature en ville, on a ramené les arbres, créé une petite forêt de Chartreuse en plantant plus de 5300 espèces sur notre site. Alors des espèces qui ont aussi leur rôle, qui digèrent les hydrocarbures que peuvent laisser les voitures quand elles se garent chez nous. Et les bus n'ont plus leur place. Alors, c'est compliqué pour les autocaristes, les gens qui font ce type de voyage. Mais nous, on l'assume. Voilà, aujourd'hui, c'est plus l'expérience qu'on a envie d'offrir à nos visiteurs. Je rejoins Cyril, on privilégie aussi, on est situé à 200 mètres de la gare de Voiron. Donc on incite vraiment les gens à venir nous rendre visite en train, en bus, puisqu'on a le réseau Itinéraire qui passe juste à côté. Donc ça, c'est aussi hyper important pour nous. On est aussi très sensible chez Chartreuse, même les salariés, à venir à pied, en vélo, à covoiturer, à essayer d'utiliser le moins de transport possible. Voilà, et on a une autre particularité, c'est qu'on communique très peu, voire pas du tout. Donc on n'est pas présent sur les réseaux sociaux, vous ne nous trouverez pas sur Instagram, sur Facebook, voilà. On dit toujours que notre meilleur réseau social, c'est le réseau social humain. Et on accueille bien nos visiteurs en espérant qu'ils en feront la promotion autour d'eux. Voilà, je vois que j'ai passé le temps qui m'était imparti. Donc, on est site touristique emblématique, Auvergne-Rhône-Alpes, aussi entreprise du patrimoine vivant. Voilà, et on a le label qualité tourisme. Merci. Merci à tous les trois. Très intéressant effectivement de voir ces points de vue qui sont pas dans la norme. Dans le tourisme, c'est un positionnement assez atypique. Ne pas faire de communication ou très peu. Avoir un positionnement très engagé comme peut avoir Grenoble-Alpes. Moi, la première question pour lancer un peu le débat. Quel est votre point de vue par rapport au reste des territoires qui continuent un développement assez classique en termes de communication? Alors,
je parle des stations de ski, mais pas seulement, hein. Voilà, pour toujours attirer plus, avec des projets de développement. Voilà, quel est votre point de vue là? On parle pas forcément de surfréquentation, mais voilà, cette suite de développement par rapport à vos points de vue à vous. Je peux effectivement prendre la parole en premier sur le sujet territorial. Écoutez, nous, Grenoble-Alpes, on s'est posé la question. Quand on a posé notre stratégie, on s'est dit on incarne un onirisme à la fois d'images négatives, de villes polluées, embouteillées. Vous voyez bien, quand au plan national, on doit gommer cette injustice parce que, effectivement, vous voyez fleurir l'insécurité ou d'autres sujets un peu négatifs. Et puis, on s'est posé la question du rapport à l'attractivité en lien avec le cadre de vie. Et puis, les études qui ont été conduites sur Grenoble-Alpes ont amené le constat suivant. On a une population grenobloise constituée uniquement de 30% d'autochtones, c'est-à-dire vraiment des vrais grenoblois. Et donc, on a un turnover de notre population de 70% qui sont liés aux communautés immigrantes, qui sont liés à tous ces gens qui fréquentent Grenoble-Alpes au détour d'une opportunité de carrière, de vie universitaire, etc. Et ça n'a pas constitué un socle identitaire très puissant. Voilà. Donc, tout l'enjeu pour nous, c'est vraiment d'installer et restaurer la fierté d'appartenance au sein de cette métropole pour faire des habitants des ambassadeurs. Versus les autres métropoles, puisque c'est ça ta question, David. Les autres métropoles sont dans des stratégies de développement. Alors, il y a en gros deux grandes métropoles françaises, types de grandes métropoles françaises. Il y a celles qui ont poussé de façon fulgurante à l'aune de la montée en puissance du marketing territorial. Vous prenez Lyon, Bordeaux, Toulouse, je vais citer que ces trois-là. C'est aujourd'hui devenu invivable. Et la poussée, y compris sociologique et politique, et la verdisation des municipalités n'y sont pas pour rien. C'est-à-dire qu'il s'agit aujourd'hui de remettre la valeur sociale et environnementale au cœur des développements territoriaux. Et Grenoble constitue en cela, et souvent, et c'est aussi pour ça qu'on est très critiqué, très observé, c'est parce qu'ici, on est pionnier. Et ici, on ose dire les choses. Alors oui, tout n'est pas parfait à Grenoble. Tout n'est pas parfait à Grenoble. Pour autant, ici, et la presse internationale se penche souvent sur ce que nous sommes à Grenoble, et on a le courage de nos opinions, qu'elles soient pas que politiques. La politique fait beaucoup parler, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des paroles de chercheurs, des paroles de sociologues, des paroles d'entrepreneurs. Et ici, on invente le monde de demain. On le dit en toute humilité, parce qu'on ne se la pète pas. Et en cela, on est différent des autres métropoles, je crois. C'est-à-dire qu'on essaye d'incarner une attractivité centrée sur l'humain et centrée sur l'habitant plutôt que sur des démarches d'attractivité exogènes qui consistent à faire venir des capitaux, des biens de l'extérieur pour les installer sur le territoire. Voilà. Je pense que c'est en cela où la démarche Grenoble-Alpes est différenciante des autres métropoles. Ok. Dominique, est-ce que tu veux rebondir là-dessus ? Alors, pas exactement, mais en réponse à ta question, l'idée, ce qui peut être intéressante pour des territoires, c'est de ne pas se fixer la croissance comme une religion, c'est-à-dire d'oser interroger ce dogme. Est-ce qu'on a besoin de croître? Et si on veut croître, vers quoi? Et de quelles conditions? Donc, l'idée n'est pas forcément que c'est pas bien de développement touristique, je crois que c'est pas du tout ça qu'on est en train de dire, mais simplement se poser la question de sa forme et ne pas imaginer que plus de monde, ce sera mieux. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que beaucoup de territoires, à travers l'exemple du projet dont j'ai dit quelques mots, sur le bivouac, où beaucoup de territoires se trouvent confrontés avec des gens partout, pendant l'été dernier, mais les étés qui ont précédé également, qui viennent camper, qui viennent avec leur voiture, qui viennent profiter de la nature, eh bien, c'est comme si ces territoires avaient été un peu apprentis sorciers. Ils ont souhaité ardemment avoir beaucoup de monde, développer l'attractivité de la montagne l'été, et maintenant, il y a beaucoup de gens, sauf que ça ne correspond pas exactement à ce qui était attendu. C'est-à-dire que les usagers, ils ont leur autonomie, ils ont leur agentivité, ils viennent profiter d'un territoire, ils viennent faire des choses en montagne qui ne sont pas forcément celles qui sont attendues. Donc attention là aussi avec le fait de développer l'attractivité, mais ensuite de dire on voudrait que les gens viennent mais qu'ils fassent exactement ce qui était prévu. Et bien dans la vraie vie ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Et du coup il faut vraiment réfléchir avant de le faire et aussi être en mesure de s'adapter aux formes nouvelles de l'envie de venir par exemple sur les territoires de montagne. Élodie. La question qui suit, ça fait le lien avec justement les indicateurs de fréquentation qui sont très utilisés par les territoires. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui pour mieux mesurer
soit la qualité d'accueil, la satisfaction des clients. Par exemple, sur le site des Caves de la Chartreuse, comment est-ce que vous passez un peu des indicateurs classiques de chiffre d'affaires ou d'investissement sur juste du qualitatif en termes de chiffres? Oui, déjà, on ne s'est pas fixé du tout d'objectif de remplissage. Enfin, j'entends souvent, j'étais justement cette semaine à une rencontre des sites emblématiques où tout le monde mettait en avant ces chiffres. L'année record de l'année dernière, on a accueilli tant de centaines de milliers de personnes. Alors moi, je me trouvais bien petite à côté et en même temps, on est super content d'accueillir... on accueille moins de 400 visiteurs par jour quand on est complet. Et on trouve ça plutôt bien et on ne se fixe pas du tout de critères de volume, mais plutôt on a envie de faire de la qualité et tant pis si on accueille moins de monde parce qu'on a aussi on peut aussi se le permettre, c'est peut-être facile de le dire pour nous, mais je pense qu'il faut aussi revoir son modèle et que le quantitatif fait pas spécialement tout, quoi. Enfin, les quantités font pas tout. Ok. J'ai encore une question, puis après on va laisser la parole au public. Pour revenir peut-être sur les transports, on en a pas mal parlé dans les différentes interventions. Comment est-ce qu'aujourd'hui, malgré tous les efforts qui sont mis en place pour développer le réseau tram, bus et autres, pour inciter vraiment les gens à utiliser les transports en commun pour aller sur un site touristique, VS le confort de la voiture, où on peut aller où on veut, on n'est pas contraint par les horaires, etc. Quelles incitations vous pouvez mettre en place, par exemple sur Grenoble? Ce qui est important déjà, c'est de conscientiser l'usager. Là, aujourd'hui, avec la crise énergétique et environnementale, vous voyez l'explosion du marché de l'électrique, même si ça fait débat sur le plan de son coût carbone, notamment dans sa phase de construction. Globalement, il y a une conscientisation extrêmement forte de la nécessité de changer sa façon d'être. Sur la mobilité, il y a un critère, il y a un indicateur qui passe aux oubliettes de tout le monde, c'est que l'année 2021 a été la première année où le nombre de permis de conduire a décru depuis l'histoire du permis de conduire. La génération Alpha et la génération Z ont intégré ça, c'est les générations qui sont nées avec le smartphone. Et donc, sociologiquement, dans les attentes et dans les usages marketing, il va y avoir un impact extrêmement fort sur les mobilités. Alors, pour te répondre plus précisément, David, il n'y a pas de solution idéale. En réalité, c'est ce qu'on appelle le mix mobilité. C'est la diversité des solutions et des propositions adaptées aussi aux destinations où nous rendre, parce qu'il y a des fois, il n'y a pas de transport par câble évidemment partout, il n'y a pas des possibilités de cyclabilité partout. Vous allez dans la Romanche, aujourd'hui c'est un coupe-gorge dans certaines sections, la Romanche, donc le vélo, il vaut mieux le temps que les berges soient aménagées et les véloroutes soient aménagées. Donc globalement, il y a un mix mobilité et tout l'enjeu c'est sur le multimodal, de façon à proposer, ça c'est un dénominateur commun à la démarche qui est menée, de stratégie territoriale, c'est de faire ce report important de la bagnole, notamment à motorisation électrique, évidemment sur le mix mobilité, et de leur permettre évidemment un parcours le plus agile, le plus fluide possible dans son acte d'achat et dans son parcours. Okay. Alors, ce matin, on a évoqué les leviers aussi de changement comportemental, et on sait que l'occasion d'expérimenter et de se rendre compte si c'est faisable pour soi, c'est un très bon levier de changement et qui permet l'adoption de comportements. Alors évidemment, ça ne marche pas à tous les coups parce qu'on peut essayer et dire non, ça ne me convient pas. Par rapport à mon mode de vie, par rapport au fait que j'habite à tel endroit, c'est pas possible le vélo. Mais l'avoir essayé, c'est déjà une marche de plus vers le fait de l'adopter et ça se conjugue avec un effet de structure, des pistes cyclables, des vélos adaptés avec des enfants, vraiment adaptés, vraiment pratiques, etc. Ça améliore la diffusion. Et le troisième élément, monsieur de Val Thorens en a parlé, c'est l'élément social. C'est l'élément de la petite remarque qui dit « t'es monté tout seul ».
T'es venu tout seul, mais c'est quoi cette affaire? Vous l'avez dit ce matin, vous l'avez beaucoup mieux raconté que ce que je dis. Je pense qu'on l'a tous vécu, qu'à une époque, on ne se posait pas la question d'être venu seul. Et puis tout d'un coup, moi j'entends à plein de réunions, la personne qui est venue seule en voiture se justifie, dit ah oui, non mais là, vraiment, j'avais trouvé personne pour covoiturer. Donc ça devient le nouveau normal, c'est effectivement de se poser la question, est-ce qu'on peut y aller seul? Est-ce qu'on doit vraiment y aller seul? Est-ce qu'on n'aurait pas la possibilité de faire autrement? Et ces 3 leviers sont vraiment des éléments puissants. Après, c'est pas magique. Et puis, il y a des gens qui vont continuer à utiliser leur voiture et ça va très bien. Ce qui est important, c'est que la norme évolue et entraîne aussi les possibilités. Ça, c'est vraiment des cercles vertueux, efficaces. Des endroits comme Grenoble montrent aussi l'exemple en disant il y a des pistes cyclables, les gens les utilisent, ça donne envie aux autres, ils voient que c'est possible, ils essayent, ils y arrivent, c'est simple, ça fonctionne. C'est pas à 100%, il n'y a aucune magie là. Et c'est sans doute assez laborieux. Et peut-être que ça paraît, vu de l'extérieur, très modeste, mais en tout cas, ce sont des leviers qui fonctionnent. Moi, je veux juste citer, nous, on pilote ça avec la métropole. Je vois, il y a Chris là-bas, de la métropole. On pilote les baromètres de Grenoble sur tous les scores que la métropole grenobloise peut avoir. En l'espace de 15 ans, on a été rétrogradé, donc bonifié dans le classement des villes embouteillées. Il y a 10 ans, on était dans le top 3 systématique des villes embouteillées françaises. Aujourd'hui, on est dans le 12e ou 13e dans les classements TomTom. Voilà. Et je veux citer juste une parenthèse sur quelque chose qu'on a vraiment, dont on a eu un retour des clientèles qui passaient, qui étaient de passage, ou même de certains habitants, la formidable initiative qui était la mise en éclairage de cette tour Perret aux couleurs de la qualité de l'air du territoire. Et je le cite parce que ça a influencé aussi l'usage des trailers qui montent à la Bastille par milliers quasiment tous les jours. Et vraiment, c'est quoi de plus responsabilisant qu'en plus un signal visuel qui embellit en plus le patrimoine. Voilà. Je ferme la parenthèse, mais c'était quelque chose d'assez chouette. Ok, merci beaucoup. On va commencer les questions du public. Sinon, du live YouTube. Pas encore de questions? Bonjour, Aymeric. Vous nous avez aujourd'hui tous présenté des nouvelles stratégies touristiques avec des nouvelles clientèles. Est-ce que ce ne serait pas justement une croissance avec un nouveau type de public et non pas c'est juste un nouveau type de croissance, ce que vous nous présentez? Et c'est en lien avec la question tourisme, la croissance à tout prix. Alors nous, on n'accueille pas un nouveau type de public, on continue d'accueillir les mêmes personnes. Simplement, c'est une manière différente de les accueillir. Alors parfois, les gens ne comprennent pas tout de suite parce qu'ils ont été habitués à venir avant comme ils voulaient, quand ils voulaient. On lançait des visites dès qu'on avait du monde, c'était gratuit. Donc aujourd'hui, ça grince un peu. On ne fait pas la même chose, mais en même temps, les gens vivent une autre expérience et quand ils ressortent, ils sont plutôt heureux de ça. Mais le public reste le même, sauf peut-être pour ce qui est de l'accueil de groupes, d'autocars. Ça, on en a beaucoup moins. Ouais. On a beaucoup plus de visiteurs individuels que de gens qui viennent en groupe. Après, la question faisait peut-être le lien aussi avec la montée en gamme ou par rapport au prix des visites. C'était pas du tout ça. C'est surtout la recherche d'un nouveau public et du coup une nouvelle croissance liée à cette recherche de nouveau public. Et on est toujours dans la croissance sans chercher forcément à une croissance juste différente. Est-ce que c'est ce que vous recherchez et non pas une non-croissance? Oui, en gros, d'avoir une croissance non pas au volume, mais plutôt qualitative. Nous, on se pose des questions en ce moment, c'est de savoir, n'aurions-nous pas intérêt à positionner le territoire, la métropole, comme le bureau au plan national, hein, comme notre bureau, parce qu'il n'y a pas de territoire qui se positionne sur ce qu'on appelle le Bleisure ou le workstation, c'est-à-dire le coworking de destination. Et on se pose la question de savoir comment nous y positionner. Ça peut être une source effectivement de captation de nouvelles clientèles qui viennent en nombre chez nous. On a un volume de nuitées très conséquente, hein,
de clientèle qui viennent au long cours chez nous, hein, de plusieurs mois. On a beaucoup de clientèle au long séjour, des ingénieurs qui viennent, des universitaires, des cadres qui viennent à Grenoble y séjourner pour un parcours de formation. C'est très conséquent. On a un des premiers, en pourcentage, un des premiers territoires qui accueillent autant de personnes. Et en effet, un des enjeux du territoire, c'est de sécuriser et de poursuivre ce travail de captation-là, mais aussi de faire monter l'excellence du territoire dans son offre, notamment touristique. C'est pour ça qu'il y a eu un plan. Là, il y a un renouveau Grenoble-Alpes qui est formidable pour nous. Il y a le Rocky Pop qui est ouvert. Je vous le conseille, allez bringuer là-bas, c'est top. Allez voir le Babel Community. Le Babel Community, vous voyez ces deux verrues un petit peu qu'on avait à flanc de montagne de la Bastille qui sont maintenant à la partie gauche est totalement rénovée. On espère que la partie droite suivra, monte en gamme. Et on a toute une offre, effectivement, qui permet d'élever l'expérience client et une expérience qui est aussi très ancrée RSE. Vous allez aujourd'hui dans certains hôtels du groupe Accor, vous mangez au petit déjeuner du beurre de la Chartreuse, de la confiture de Chartreuse. Voilà, donc l'excellence du territoire permet assurément de faire du qualitatif, de l'identitaire et du marketing beaucoup plus qualifié, quoi, plutôt que d'aller chercher du volume qu'on ne souhaite pas forcément. Éventuellement, pour compléter, je dirais que plus que des nouvelles clientèles, c'est peut-être des nouveaux usages pour aussi réorienter des formes de pratiques touristiques vers d'autres formes moins impactantes. Il ne faut pas oublier aussi que les segments touristiques, ce n'est pas forcément des personnes. Une personne peut être dans des segments différents, peut avoir envie d'aller sur un mois, faire la bringue à l'endroit que je ne connais pas, mais où tu vas m'inviter et on ira essayer. Et puis dormir en pleine nature dans son camion, voilà, avec une vue magnifique. C'est tout à fait la même personne. Là, elle se trouve dans deux situations, deux occasions de consommation. Alors, est-ce que ce sont des clientèles différentes? Peut-être, mais ce sont quand même les mêmes personnes. Donc, on peut tout à fait orienter et élargir les usages d'un même territoire auprès d'une clientèle qui est déjà là. Et ça fait augmenter le bien-être global, les retombées économiques sur le territoire, sans forcément faire venir plus de volume. Et ça, je crois que c'est des réflexions qui s'est engagées. Augmenter les retombées sur le territoire, ce n'est pas obligatoirement faire venir de plus loin, plus de monde. Il y a vraiment d'autres façons de le penser à travers cette complémentarité des expériences touristiques et d'autres usages du même territoire, qui sont tout à fait complémentaires. On a une question en haut. Alors, attendez le micro, sinon on ne va pas entendre sur la vidéo. Oui, tout à l'heure, Dominique, vous parliez des stations de montagne qui avaient prêché et qui avaient prié fortement pour avoir des touristes l'été et qu'ils s'étaient retrouvés avec beaucoup de gens qui n'attendaient pas forcément, qui n'avaient pas les bons comportements. Moi, la question que je me pose, c'est que là, nous, en montagne, en tout cas, on est face à beaucoup de néo-touristes de montagne, donc des gens qui ne connaissent pas du tout la montagne. Et c'est arrivé avec notamment la période du Covid où les stations étaient fermées et que du coup, les locations en montagne étaient très abordables pour toutes ces populations qui n'avaient pas l'occasion de monter. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on repense aussi toute l'éducation de ces touristes qui ne savent pas qu'il faut mettre des chaussures de randonnée pour partir en randonnée, qui partent en petites sandales, ou des gens qui regardent un tuto sur YouTube pour aller faire du ski et qui se lancent sur une piste rouge. Du coup, si je le dis, c'est que c'est arrivé. Enfin voilà, moi je l'ai croisé vraiment. Donc est-ce qu'il ne faut pas qu'on repense aussi toute cette pédagogie des personnes qui ne connaissent pas du tout la montagne finalement et qui ont envie d'en profiter mais qui font tout de travers et qui finalement ne sont pas les touristes qu'on attend puisqu'ils font tout de travers du coup. Et je vous suis tout à fait. Il faut vraiment, c'est en ce sens-là que repenser l'accueil, c'est pas juste faire des efforts, de la qualité de service. Ça les destinations savent très bien faire, mais c'est carrément être confronté à effectivement des personnes peut-être qui ne connaissent pas les codes. Je vous raconte une anecdote. Ceux qui me connaissent savent que j'ai beaucoup travaillé sur la question des déchets et la question des poubelles absentes en haut des randonnées se posait. Plein de touristes nous disaient il n'y avait pas de poubelle en haut, c'est quand même pas normal. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut mettre des poubelles, peut-être vous l'avez aussi entendu. Hein. Ça ne veut pas du tout dire qu'il faut mettre des poubelles, mais tout le monde n'est pas passionné de poubelles. Et donc peut-être qu'il faut expliquer pourquoi il n'y a pas des poubelles en haut. Parce que quand on est du coin, quand on est à l'office du tourisme, souvent on est passionné de son territoire, on a une grande expérience tellement incorporée qu'on en vient à oublier. Ce n'est pas du tout un reproche que je fais, c'est simplement une habitude aussi de se dire qu'est-ce qu'on doit expliquer
mais expliquer sans condescendance. Des gens viennent, et peut-être qu'il y a des choses à apprendre, des apprentissages, des émerveillements à partager. Mais non, tout le monde ne va pas venir en montagne pour devenir un grand trailer, un grand randonneur. Des gens vont peut-être venir en montagne juste pour y passer la nuit au frais. Et ça, c'est aussi légitime éventuellement. Donc, accueillir mieux, c'est aussi réfléchir à être un petit peu moins légitimiste, c'est-à-dire à ne pas dire il y a les bons touristes et puis les nouveaux, ils sont pas bons. Parce que moi, j'ai 54 ans. Bien franchement, je trouve que les touristes maintenant se conduisent bien mieux que quand j'avais une quinzaine d'années, qu'il y avait encore plus de déchets en montagne. Et pourtant, c'était des experts. Le Mont Blanc est jonché de déchets, l'Everest est jonché de déchets. C'est pas des néo-touristes. Donc, il faut aussi un petit peu faire la part des choses. Accueillir différemment, c'est aussi imaginer cette sensibilisation, ce partage de compétences sans condescendance. Mais effectivement, il y a du travail et c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait en tant que destination, mais en même temps, c'est une bonne nouvelle que des gens viennent parce que là aussi, l'appel à renouveler les clientèles, il a été fait. Donc, on sait que faire venir des nouvelles clientèles de Chine, c'est pas une bonne idée. Peut-être qu'on a des clientèles de proximité auxquelles il faut s'adapter. C'est une acculturation tout aussi importante que d'accueillir des clientèles chinoises. On a une autre question là-haut et puis après on en aura une sur le direct YouTube. Oui, c'était plutôt à Cyril, donc c'était pas pour dénigrer le travail entrepris, au contraire, hein, c'est très bien ce que vous faites sur Grenoble, mais c'était pour avoir une idée d'un peu de tous ceux qui sont à la périphérie de Grenoble. C'est très difficile d'entrer dans Grenoble, de traverser Grenoble. Et voilà, et le problème des TGV, le problème, voilà. Donc, c'était pour parler un peu des projets à venir dans ce sens. Alors, écoutez, je vous propose qu'on aille ensemble le matin à Lyon, qu'on aille le matin à Annecy, qu'on aille le matin à Genève, et on en reparle, chère madame. Parce que je peux vous assurer que moi, je fais tous les jours Chambéry-Grenoble, parce que je suis encore savoyard. Je me fais tuer tous les matins en venant au boulot, parce que je ne suis pas encore isérois. C'est Patricia qui me dit, qu'est-ce que tu fous, t'es pas encore savoyard. Je peux vous assurer que moi, je mets de porte à porte 40 minutes. Donc, je ne nie pas le propos, mais simplement, à quelle heure là où je veux en venir, à 9h, je suis au boulot, simplement vous indiquer que le paysage des embouteillages et de la mobilité, c'est un paysage assez subjectif et qui doit obéir aussi à une analyse un peu globale. Globalement, c'est ce que j'indiquais tout à l'heure, les territoires qui ont cru considérablement en croissance, notamment périurbaine, avec un développement économique extrêmement fort, sont aujourd'hui saturés. Moi, je suis effaré et à chaque fois que j'ai une réunion à 9h sur Lyon, je me tire une balle. Voilà, je ne sais pas pour critiquer les Lyonnais, mais voilà, il faut vraiment l'analyser dans un paysage un peu global. Alors, néanmoins, pour vous répondre très concrètement, les politiques métropolitaines n'ont de cesse que de faire du report modal avec le développement des parkings relais, avec le développement de cities qui marchent de mieux en mieux, avec le développement des vélostations, avec le développement de l'offre mobilité MVélo+, en lien avec le Grésivaudan, le Voronezh. Tout ça est entrepris. On a une complexité à Grenoble, c'est simple, c'est celle de notre écrin naturel qui ne peut pas permettre un développement sans fin de nos sources de mobilité. Voilà. Donc, voilà, je vous cite juste ça parce que les indicateurs qualité de vie qui référencient notamment pour les Grenoblois, le Grenoblois a la particularité d'être très critique à l'égard de son territoire. Moi, je peux vous dire que quand on vient de l'extérieur, il y a des choses exceptionnelles qui se passent à Grenoble et qui permettent d'avoir un regard un peu plus objectif. Oui, tout n'est pas parfait, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, il y a quand même une offre de mobilité extrêmement forte et qui permet quand même d'accéder en ville de façon assez rapide à Grenoble. On va enchaîner avec la prochaine question. Je peux te passer le micro peut-être. Du coup, Jérémy qui demande quels seraient pour vous les nouveaux indicateurs du tourisme pour sortir du classique du nombre de visiteurs, retombées économiques, etc. Alors écoutez, nous, pareil, à l'image de la question tout à l'heure, la croissance, nous, elle ne veut plus rien dire. Nous, on est sur des indicateurs qualitatifs. Il y a des outils d'agrégation d'avis
qui permettent de qualifier le niveau de satisfaction par segment. Par exemple, des hôtels, on arrive à apprécier le niveau de satisfaction de l'offre hôtelière grenobloise. Alors quand je dis grenobloise, c'est le bassin métropolitain, sur le plan de l'accueil, des services, de la qualité du lit, la qualité de la salle de bain, etc. etc. La qualité idem au niveau des musées, tous les prestataires d'activités, toute l'offre socio-professionnelle, on sait la qualifier qualitativement. Donc c'est pour nous un indicateur extrêmement fort, puisque c'est l'enjeu pour nous essentiel, c'est à la fois la qualité de vie et de séjour de ceux qui viennent de façon éphémère sur notre territoire, mais aussi la qualité du cadre de vie, et c'est le propre des politiques territoriales que de l'améliorer, bien sûr, tous les jours, quoi. Question de Pierre Chex. Si possible pour Élodie, parce qu'elle a un peu moins parlé peut-être sur les dernières questions. Oui, entre autres, ma question va s'adresser à elle. C'est-à-dire que, alors, ce que vous présentez est vraiment intéressant et positif, porteur, je trouve, mais en même temps, sur le tourisme, la croissance à tout prix, pour assez bien connaître le monde des stations de sport d'hiver, je vois des projets d'extension, de construction de partout. Ça ne rêve que de ça, que ce soit à La Plagne, à Val Thorens, à l'Alpe d'Huez, à Villars, avec Mike Parker, etc. On ne parle que de construction de nouveaux lits. Donc j'ai l'impression que cette volonté de croissance à tout prix ne s'arrête pas. Et puis j'ai bien entendu aussi ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Salvi, sur la rencontre avec les autres sites exceptionnels, enfin je sais pas, etc. Où tous les autres étaient sur cette logique, j'ai fait un maximum, j'ai fait X milliers, j'ai battu mes records, etc. J'ai quand même l'impression qu'on n'en est pas sorti de cette tendance à chercher le record en termes de fréquentation, et qu'on est quand même encore sur ce monde de croissance à tout prix. Alors, je vous entends, tous les trois, Dominique, sur un discours universitaire que j'apprécie et que je soutiens, mais j'ai visité la cave de Chartreuse récemment avec Mountain Riders. C'est parfait, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu des exceptions, que malheureusement l'ensemble est plutôt dans une logique tourisme à tout prix dont on n'est pas sorti, le logiciel n'a pas tourné. On est peut-être une exception. Après, j'espère justement notre modèle servira aux autres et donnera l'envie de faire différemment. Après, il y a aussi certainement une réalité économique avec des sites touristiques d'envergure qui, s'ils n'ont pas le volume, sont peut-être amenés à mourir. Donc il faudra aussi que des décisions soient prises pour les aider, les accompagner dans cette transition. Mais en tout cas, j'espère que ça va venir et que les gens seront attentifs à tout ce qui nous entoure et qui fait qu'il faut qu'on fasse autrement, qu'on voit autrement, qu'on fasse du tourisme un peu plus en conscience. Plutôt que de vouloir avoir la belle photo Instagram pour montrer à son réseau tout ce qu'on fait. Vite fait, mal fait, souvent. Dominique aussi, sur la même question. La question de la croissance, j'ai déjà utilisé le mot dogme, je crois que j'aime bien ce mot-là, parce que l'idée c'est que ça doit pas être... C'est déjà intéressant de se poser la question. Pas dire que c'est une mauvaise idée de croître, mais c'est pas toujours une bonne idée. Donc simplement le fait de l'interroger, c'est bien. Le fait aussi de ne pas s'engager dans des investissements qui soient irréversibles, c'est-à-dire qui empêchent, qui contraignent ensuite à rester dans des politiques de croissance pour les 30 années à venir, dans des avenirs extrêmement incertains, notamment pour les destinations touristiques. Ça, c'est vraiment... on est au cœur de la question. Mais on aurait cette conversation sur n'importe quelle industrie. La question que tu soulèves, elle serait là, elle serait au cœur du débat. C'est-à-dire que 80% des présents disent « mais on ne se pose même pas la question, en fait ». On a ces indicateurs en tête et on continue à le faire. Des chercheurs travaillent sur d'autres indicateurs que le PIB pour estimer la bonne santé des pays. Donc, ce n'est pas nous qui allons le résoudre. On est aussi au cœur du système qui régit l'ensemble de notre société. Donc, c'est aussi intéressant que des entreprises prestigieuses, emblématiques, symboliques, soient aussi des exemples. Des entreprises aussi qui ne sont pas des entreprises marginales. La Chartreuse, vous l'avez dit, c'est une marque mondialement connue. Donc c'est aussi très intéressant, c'est aussi un laboratoire de dire, tiens, une marque internationale, connue dans le monde entier, prend des décisions assez radicales, mais qui sont
conforme à ses valeurs, ça s'entend, c'est un exemple et on verra comment ça fonctionne. Donc ça aussi, ce sont des vecteurs de changement qui font évoluer la représentation, de montrer que c'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est toujours bien, mais en tout cas c'est possible. Si on attend que seules les entreprises dirigées par des moines aient une réflexion portée vers la quête perpétuelle du profit, on ne va pas beaucoup avancer. Mais parce que par rapport aux entreprises que vous avez creusées, Madame Salvi, moi j'aimerais bien, alors évidemment vous ne le savez pas, je ne vous demande pas la réponse, mais j'aimerais bien avoir leur chiffre de fréquentation, leur chiffre d'affaires et leur équilibre financier, et qui me montrent vraiment s'ils ont absolument besoin, je ne sais pas quels sont les sites, mais besoin de cette quête perpétuelle d'une fréquentation maximale pour arriver à équilibrer leur business. J'en suis pas certain. Et je pense que la réflexion que vous avez menée pour mieux accueillir, différemment accueillir, je ne suis pas sûr qu'elle ne puisse pas être partagée par un certain nombre de sites touristiques exceptionnels. J'aimerais arriver à ce qu'on puisse partager cette réflexion. J'espère que ça pourra être partagé et appliqué surtout. Qu'est-ce que j'avais envie de vous partager, je ne sais pas si je l'ai dit, mais on fait exclusivement des visites guidées. Donc ça a un coût aussi. On emploie une douzaine de guides qui viennent faire des visites chez nous. Et on envisage de réhabiliter d'autres espaces qui sont encore vacants autour du site touristique. Et récemment, j'avais une discussion avec un programmiste qui nous accompagne dans cette démarche-là, et qui me disait mais c'est une hérésie d'avoir des guides pour faire des visites guidées, ça coûte de l'argent, partout ailleurs on fait de la visite libre, comme ça on n'emploie pas de personnel, etc. Donc, alors je ne sais pas si on est un extraterrestre, il y a aussi beaucoup d'autres sites qui font des visites guidées, mais pour nous c'est vraiment important parce qu'on raconte une histoire et que l'apport d'information et cette histoire qu'on raconte, elle ne peut pas se vivre, elle ne peut pas se comprendre si on ne passe pas par un récit. Donc c'est sûr que je pense qu'il y a énormément de mentalités qui doivent évoluer, de fonctionnements qui doivent changer, et puis parfois employer des guides ça a un coût, mais alors peut-être qu'on fera moins de volume, mais ce sera plus qualitatif. Après à chacun de voir ce qui l'anime. Merci. On a une dernière question de Eric qui avait posé la toute première ce matin. Est-ce que la question, c'est pas d'accepter le renoncement de la croissance, c'est-à-dire d'augmenter et d'arriver à accepter de travailler à périmètre constant. Si on passe du volume au qualitatif, c'est un petit peu ça, mais accepter de travailler au périmètre constant, Pierre évoquait la question des constructions. On sait qu'on a 50% de lits froids en station touristique et pas uniquement en montagne. Continuer de construire relève de l'hérésie, mais encore heureux. Et encore heureux aujourd'hui qu'on a 50% de lits froids, parce que si les stations fonctionnaient avec l'intégralité des lits remplis, la prestation rendue aux clients serait catastrophique puisqu'ils ne pourraient pas absorber l'ensemble des lits qui existent sur les stations. C'est valable pour toutes les stations françaises, dont je rappelle qu'aucune n'arrive à remplir 100% des lits commercialisés pendant aucune semaine de l'année, même quand il y a énormément de neige. Donc, travailler à périmètre constant, et ça fait 50 ans qu'on le sait. Donc, ça va être un gros travail. Oui, tu as entièrement raison, Eric. Le problème de l'hébergement, il est fondamental. De toute façon, dans le tourisme en France, le tourisme a connu ses heures de gloire avec ses plans neige et ses plans d'aménagement par coups de sème de littoral dans les Landes et en Occitanie et sur la Côte d'Azur. Et ça a forgé un modèle de l'industrie du ski qui aujourd'hui n'est plus du tout actuel. Alors la difficulté, parce que là on est dans un exercice très de prospective, à l'heure où la raréfaction de la neige va d'autant plus resserrer la production économique l'hiver, qui avant était étalée sur 4 mois, elle n'est plus sur 3 mois, 2 mois et demi. On le voit cette année avec les difficultés d'enneigement. Et avec la remontée en altitude du niveau d'enneigement, l'enjeu, c'est effectivement quelles réponses les montagnes vont pouvoir apporter, dans les stations de montagne, vont pouvoir apporter
à l'heure où, en fait, dans 20 ans, clairement, il va y avoir une montée en excellence, et comme il va y avoir une raréfaction de l'offre, compte tenu de la montée de la neige, qu'est-ce qui va se passer mécaniquement? Le marketing va faire monter les prix et monter l'offre ski vers effectivement du luxe. Hein. C'est la raison pour laquelle stratégiquement les grands opérateurs de l'hébergement ont mis des millions et des millions et des centaines de millions pour rénover dans du 4 et 5 étoiles leur hébergement. Moi, ma grande inquiétude, elle est non pas en deçà de 1400, parce qu'en 1400, c'est de la montagne facile, accessible, déjà diversifiée. Le Vercors, ça fait 15 ans qu'ils sont diversifiés. La Chartreuse, on ski pue déjà depuis 10 ans en Chartreuse de façon durable et stable. C'est massif. Moi, je viens de Chambéry et des Bauges. On a fait des plans, on a mis 30 millions de régénération et de diversification d'activité. Le job est fait, ça va continuer. La difficulté pour moi, et notamment impliquée sur ce modèle d'hébergement sur la montagne de demain, c'est vraiment ces stations, en gros, entre 1500 et 1800, qui sont entre deux, qui ne sont pas de la montagne facile et accessible comme les Préalpes, en gros, comme le Jura, comme l'Ardèche, etc., et qui sont, mine de rien, dans un modèle passéiste d'industrie du ski qui va se tarir, et qui, en plus, dans leur paysage, effectivement, disposent de grands ensembles immobiliers qui est irrénovable. Donc, et d'autant plus sur les fonds de vallée dont on sait très bien qu'il ne va pas y avoir d'effet report, à la différence des massifs préalpins qui sont bordés du sillon alpin très démographiquement soutenu. Les stations qui sont limitrophes à ce sillon alpin construisent des pôles santé, construisent des espaces de coworking, construisent des centres de génération d'accueil de seniors pour en faire des lieux de vie, des lieux de résidentialité principale, qui participent à réchauffer des lits, évidemment, dans des opérations de reconstruction. La difficulté, elle est là, donc c'est une vraie boule de cristal dans laquelle tu nous demandes de plonger, Eric. Pas simple, mais ce qui est certain, c'est que, évidemment, c'est un marché qui est plus qu'à maturité, qui est en déclin aujourd'hui, le marché de la montagne. Clairement, compte tenu des volumes que le ski dégageait très conséquents il y a encore une dizaine d'années, la diversification touristique n'a jamais démontré qu'elle allait être capable de maintenir le niveau d'activité. Donc clairement, c'est un marché qui est aujourd'hui en décroissance et pour lequel le travail de marketing, d'identité, de qualité qu'on a indiqué aujourd'hui devrait permettre d'avoir au moins une sécurisation et un atterrissage minimaliste pour soutenir la vitalité économique. Mais c'est sûr que c'est un sujet extrêmement complexe. Moi, je voudrais juste intervenir. Je pense que moi, la question que je me pose, et Élodie, elle l'a bien dit, je viens en Chartreuse, donc je suis bien concernée. Par exemple, on a une station qui est Saint-Pierre, où il y a eu des infrastructures effectivement qui ont été créées, qui aujourd'hui souffrent effectivement du manque de neige pour que la station soit viable économiquement. Par contre, est-ce que nous, l'issue de tout ça, et peut-être la clé de tout, réside pas dans le mot que tu as dit, Élodie, c'est la qualité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a quand même autre chose aussi que la neige à proposer aux touristes. On a un patrimoine vivant. Ce patrimoine vivant, comment est-ce qu'on le valorise? Et je vais prendre un exemple qui m'est venu à l'idée, c'est que j'avais, moi, eu envie de visiter le gouffre de Padirac. Padirac, ils ont souffert du Covid comme tout le monde. À un moment donné, les sites touristiques, ils ont tous été impactés parce qu'il n'y avait plus de fréquentation. Ils ont proposé des soirées comme si on revenait les premiers explorateurs en fait, de la grotte. Et ces soirées-là, elles démarrent par un repas avec tout ce qui fait déjà la table dans le Périgord, avec de l'agneau du Quercy, des produits locaux, pour faire valoir ça déjà aux touristes. Et ensuite, on descend à la grotte en mode explorateur. Bon, et c'est des petits groupes. Alors effectivement, ça a un prix. Il y a un guide. Comme disait Élodie, hein, ils prennent un guide. Mais ils arrivent malgré tout à faire complet tous les soirs avec ces soirées-là. Certes, c'est pas à la portée de tout le monde, mais c'est à la portée de certaines personnes. Et ces gens-là, ils vivent une expérience unique. Et puis, ça vient un peu pondérer aussi ce qu'ils ont eu un manque de fréquentation à un moment donné. Donc, est-ce qu'il ne faut pas renouveler le schéma, faire ce qu'ont fait les caves de Chartreuse, c'est-à-dire au lieu de recevoir 700 personnes tout d'un coup et les recevoir mal, on en reçoit 20 et on les reçoit bien. Et puis ces gens-là, après, nous, on est les ambassadeurs. Hein, c'est comme pour la polluer.
on est quand même responsable aussi des déchets qu'on génère, déjà à notre niveau. Si nous-mêmes, on a activé notre propre conscience écologique pour faire ce qu'il faut faire, la sobriété, sans avoir besoin de discours moralisateurs sur tu mets un pull à col roulé. Moi, ça fait des années que je mets des pulls à col roulé, je m'en porte très bien. Mais à un moment donné, on est chacun acteur donc, de sa vie écologique, on est aussi chacun ambassadeur de notre territoire. Et c'est à nous de bien accueillir les gens, de leur montrer la richesse qu'on a humainement. Et peut-être que c'est ça le renouveau pour nous, avant de penser à des infrastructures, des hôtels 5 étoiles pour accueillir de la clientèle russe. Voilà. Merci pour cette remarque, cette intervention. Il y a encore une autre question, et puis après, encore 2 questions. On est dans les prolongations, alors on a 5 minutes en plus. Ok. Merci. Bonjour à tout le monde, je m'appelle François Dallier, je suis dirigeant d'un petit groupe de PME du côté de la Savoie qui travaille notamment sur l'aménagement de la montagne. Je suis aussi membre du cluster montagne et au bureau du cluster montagne. Et en fait, c'est pas vraiment une question, je voulais apporter un message à tous ceux qui participent à cette rencontre, notamment au niveau de la croissance. Vous voyez que sur notre présentation, il y a un thème qui est celui de la croissance. Et aujourd'hui, il est complètement remis en cause par notre réseau de plus de 200 entreprises de l'aménagement de la montagne. Donc c'est vrai qu'on a des exemples d'évolution des stations de ski, etc. Mais en tout cas, nos entreprises aujourd'hui ont pris conscience et se posent vraiment la question de qu'est-ce que le développement durable de cet aménagement. Donc voilà, c'est un message en tout cas que je tiens à apporter. Je suis là notamment pour m'inspirer, parce qu'on va commencer un travail justement au niveau de la stratégie et de la vision de notre cluster montagne, donc de toutes ces entreprises. Et donc je vous remercie vraiment pour ces témoignages inspirants, parce qu'on va commencer ce travail avec tous ces éléments-là. Voilà. Merci beaucoup. Oui, j'avais juste une petite question. J'aurais bien aimé entendre votre opinion sur... évidemment, je partage ce besoin de stopper la croissance ou d'être dans une décroissance, mais ça renvoie à un moment donné d'arbitrer sur le fait qu'on accueille moins de monde. Et donc, il y a la question de comment on sélectionne les gens qui viennent. Donc, il y a effectivement la montée en gamme, mais ça pose des questions de justice sociale. Et quand on veut faire diminuer la fréquence d'un site naturel, en fait, il y a plusieurs manières. La question de l'accessibilité financière et tout ça peuvent être des barrières à l'accès à tous à la nature, à un site, à un espace. Et comment du coup vous appropriez, en tout cas vous traitez cette question de donner d'égalité à l'accès au milieu, à la montagne, aux sites emblématiques? Pour nous, c'est pas une question. Alors, bien évidemment, avant, les visites étaient gratuites. Aujourd'hui, elles sont devenues payantes. Elles sont payantes, mais ça reste raisonnable. Hein, c'est le prix d'une place de cinéma. L'intérêt, surtout, c'est de se dire que ces gens, on va les accueillir. Et alors, certes, ils vont certainement devoir réserver leur place. Certes, ils pourront pas venir peut-être un samedi parce que ce sera complet. Il faut accepter aussi que la découverte et l'expérience, on mène peut-être du temps à la vivre, que ce soit pas immédiat. Aujourd'hui, il y a aussi toujours cette quête d'immédiateté, de vivre l'expérience tout de suite. On l'a décidé, on y va. Nous, peut-être qu'il faudra attendre quelques temps pour pouvoir venir nous visiter, mais en tout cas, on n'est ni dans des tarifs prohibitifs qui font que les gens, que c'est pas du tout accessible. Au contraire, on est une marque malgré tout populaire et on a vraiment à souhait d'accueillir tout le monde. Et d'ailleurs, on adapte nos tarifs aussi en fonction des possibilités des gens. Donc voilà. Ah bon, j'ai pas de réponse globale à t'apporter, tu t'en doutes. Mais ce qu'on voit, par exemple, à travers notre travail sur les nuits, le fait de dormir dehors, on voit qu'en fait, le simple fait d'être dehors, avec très peu de matériel, rend magique des endroits qui, franchement, n'ont rien de magique au sens
touristique du terme, c'est-à-dire que des forêts, alors quand je vais dire banal, c'est pas péjoratif, mais finalement ça n'a pas besoin toujours d'être avec une vue éblouissante. Et dans mon PowerPoint, j'avais trouvé cette photo où des gens dorment dans ouvrent leur van où ils ont passé la nuit et ils ouvrent sur un champ où il y a des ballots de foin. Donc je dis pas que c'est pas beau, mais c'est pas un paysage époustouflant des Alpes. Donc il y a aussi cette dimension de réenchanter parfois des lieux ordinaires, de dire on peut vivre dans une forêt de proximité une expérience incroyable en regardant les traces d'animaux. Il y a pas mal d'autres choses qu'on peut faire et qui ne sont pas obligatoirement des sites emblématiques. C'est pas obligé d'être au lac Robert, à, je sais pas combien, à 70 ou 40 tentes et qu'il faut réglementer pour vivre une expérience chouette en Beldon. C'est suffisamment grand pour qu'il y ait des endroits qui sont moins visités, qui peuvent accueillir. Alors après, est-ce que c'est bien de disséminer partout? Peut-être pas, mais il y a des endroits qui auraient bien besoin. Moi, j'ai vécu dans l'avant-pays savoyard. Franchement, il pourrait y avoir plus de touristes. Et il y a vraiment des endroits très sympas. C'est pas extrêmement spectaculaire, mais on peut y vivre des expériences signifiantes, simples, avec des aménagements minimaux et qui permettent aussi aux gens de proximité de faire une forme de locavorisme aussi, de profiter réellement, d'habiter en conscience et en plaisir leur propre territoire. Et ça, c'est des mouvements que je trouve vraiment intéressants. Ça ne résout pas le problème social de l'accès à la nature comme de l'accès à la culture. Ça reste un problème structurel. Peut-être un mot sur la promo, sur la com, puisqu'il n'y a pas que la sélection par l'argent, hein, en vertu de la justice sociale, vous avez totalement raison. Nous, c'est très simple. On a des réunions éditoriales avec notamment les parcs régionaux ou l'espace Beldon qui nous environne aussi. On a un tableau à 3 colonnes. Les sites surfréquentés qu'on bannit en termes de promotion, rectifiés. Et on le bannit, c'est-à-dire on le déclasse carrément des sites web. Vous savez qu'on a ce qu'on appelle Apidae, qui est un site de référencement de l'offre touristique. Et là où il y a une grille d'analyse, là où il y a altération de la faune, de la flore, des écosystèmes, compte tenu des flux massifs, parce qu'ici c'est massif, il y a 500 000 habitants, vous rajoutez les clientèles touristiques, vous allez et du coup la brutalité que le Covid a amené en surfréquentation a amené une réglementation draconienne des parcs. Aujourd'hui, vous pouvez plus planter une tente dans les réserves de Chartreuse, vous pouvez plus dormir sur le sommet du Mont-Aigu, vous pouvez plus planter une tente sur le lac Achard, vous avez une multitude d'interdictions. Donc conséquence de ça, 3 colonnes. Une colonne donc avec les parcs, Vercors, Chartreuse, Beldon notamment. Une colonne, les sites prioritaires qu'on bannit en termes de référencement. Voilà, donc ça veut dire que la clientèle, même locale, qui pourrait trouver une source d'intérêt à y aller, alors sur le web, en googlisant, il trouvera de l'info, mais il ne trouvera pas sur les sites de promotion touristique de l'information. Hop, réglé. Les sites, deuxième colonne, les sites qui sont un peu en danger ou qui commencent à être un peu sur la tangente, sur lequel il faut lever le pied. Donc on ne fait pas de promotion push, on fait que du référencement de données. Et puis les sites secondaires, totalement inconnus, qui offrent de façon assez similaire une expérience peu ou prou. Voilà. Alors je donne un exemple, on va emmener, plutôt d'aller sur les gorges du Bruyant, on va emmener au cirque d'Archiane, au lieu d'aller dans des lacs, effectivement, lac Achard, lac Robert, lac Pourcelet, c'est dément, c'est pareil. On va emmener sur des lacs un peu plus éloignés, un peu plus méconnus, toujours en incitant avec des messages de respect de l'environnement. Voilà, c'est un sujet extrêmement important. Il est à noter aussi, et ça c'est une des grandes tendances de satisfaction depuis 1 an, parce que nous, notre plus grand problème, c'était pas ce qu'on maîtrise nous-mêmes en termes de promotion avec les OT et les massifs, c'est les politiques publicitaires de ceux qui font du merchandising. Vous allez sur Decathlon Voyage, quand ils vous mettent le Mont-Aigu, ils vous foutent en l'air en une fraction de seconde, parce que c'est des millions de vues, en une fraction de seconde, 2 ans d'efforts, d'amoindrissement de publicité sur le Mont-Aigu. Et ça, tout, alors je ne cherche pas à bannir Decathlon, hein, voilà. Mais ce que je vous dis simplement, c'est que maintenant aussi, l'écosystème de l'outdoor fait très attention aux images, à l'onirisme et aux images qui sont envoyées. C'est peut-être l'effet démarketing des calanques de Cassis, aussi des calanques de Marseille, qui a fait que, oula, mollo, on lève le pied parce que sinon on est en train de tuer ce qui est quand même notre raison d'être, quoi, hein, de faire du beau. Voilà. Donc nous, on est très, très... voilà un peu la promotion, la façon dont on l'a fait, et surtout on ne la fait plus pour réguler. On est vraiment dans du tourisme de régulation, en fait. Merci Cyril. Alors on n'aura pas le temps pour la dernière question. On va passer à la conclusion avec...
Évidemment, on va faire en même temps, bien sûr. Non, mais on va remercier les 3 intervenants. Merci beaucoup pour la qualité des échanges. Merci pour les questions aussi du public.